L'apprentissage de la propreté et du toilettage procède du principe d'imitation. Le léchage approfondi qui participe à l'entretien de la fourrure des petits constitue les prémices du toilettage individuel et mutuel. En grandissant, les chatons participent activement à leur propre toilettage par la mère, en venant volontairement à son contact comme pour venir se faire toiletter. Puis, au cours du jeu, la mère s'expose devant sa progéniture pour se toiletter elle-même. Elle réalise une sorte de démonstration complète de toilettage. Elle peut aussi toiletter un petit en présence d'autres petits qui la regardent. Elle prend soigneusement en compte les pattes et les espaces interdigités, puis elle se passe les pattes antérieures derrière les oreilles en se lissant les joues et les vibrisses. Cette procédure minutieuse est typiquement féline et doit être reproduite par le jeune. À 8 semaines, les chatons assurent leur propre toilette corporelle par un léchage soigné des flancs et des pattes de façon autonome. Le toilettage a souvent lieu après le repas. Dans les groupes de chats, chacun se retire en phase postprandiale pour se toiletter en solitaire. Les chatons séparés trop tôt de leur mère ont souvent le poil piqué et l'anus souillé. Ils ne savent pas se toiletter. Le toilettage corporel va de pair avec l'apprentissage de la propreté. Le chat est souvent considéré comme un animal très propre à cet égard. Vers 30 jours, les petits jouent autour et dans le bac à litière sans se préoccuper de son utilisation. Ils répandent les gravillons partout et leurs déjections sont éparses dans les lieux. Vers 5 semaines, la mère gratte la litière devant eux. Les chatons vont spontanément faire leurs besoins dans la litière et ils commencent à les rassembler au même endroit. Mais ils grattent la litière indépendamment de leur séquence d'élimination. Vers 6 semaines, ils commencent à coordonner grattage et élimination. Puis à 7 semaines, ils enfouissent spontanément leur déjection. À 2 mois, le chaton est considéré comme totalement propre. La litière doit être facilement accessible et éloignée de la nourriture. La mise à disposition d'un bac couvert peut aussi rebuter les chatons. L'apprentissage de la chasse est le dernier chemin vers l'autonomie comportementale et le prélude au détachement qui revêt une grande importance car il marque la fin réelle du processus de développement du chaton avec son accession au statut d'adulte. Ses performances motrices, vers 7 à 8 semaines, et son habileté à grimper et sauter lui permettent enfin d'acquérir toutes les qualités d'un chasseur autonome. Avant de procéder au détachement, la mère chatte doit s'assurer que sa progéniture saura se nourrir seule. On se rappelle alors des jeux sociaux qui préfiguraient des actions de chasse. Si la mère et les expériences précoces jouent un grand rôle dans la future dextérité à capturer des proies, on a pu observer néanmoins des chatons isolés développer les mêmes aptitudes à la prédation en l'absence de jeu. On peut donc admettre que les jeux permettent un entraînement efficace sur un patron moteur existant. La chatte présente à ses petits des proies mortes équivalentes aux jouets, puis des proies encore vivantes. Enfin, elle les emmène là où se trouvent des petits rongeurs. L'attraction olfactive associée au mouvement rapide et aux petits cris, ainsi qu'à la motivation à se nourrir, le sevrage aidant, pousse le jeune chat à aller de plus en plus loin à la recherche de ses proies et à se débrouiller seul. La mère se détache alors de ses petits et s'en va pour une prochaine saison des amours. La notion de territoire chez le chat est une notion essentielle qui permet d'appréhender l'ensemble de l'organisation des comportements sociaux et par là même d'embrasser le terme d'écologie féline. À l'instar du chien dont c'est le statut social qui détermine son poste et sa fonction dans le groupe, le chat organise ses relations sociales en rapport avec le balisage spatio-temporel des lieux dans lesquels il vit. On parle de champs territoriaux
Il s'agit bien de constellations de zones, représentées par des surfaces ou des volumes, associés à des fonctions comportementales et clôturées par des marques invisibles. On distingue différents champs territoriaux qui quadrillent le quotidien du chat, le champ d'activité, le champ d'isolement, le champ d'agression. Le champ d'activité revêt une grande importance puisque le chat va y organiser l'ensemble de ses productions comportementales, chasse, repas, élimination, reproduction et jeu. Les aires de chasse et de jeu se confondent et les postures adoptées comme bondir, sautiller ou saisir un objet avec les antérieurs sont utilisées de la même façon et avec la même dextérité, même si la motivation est différente. Les jeux sociaux très développés vers 2 mois s'estompent au profit de jeux individuels. Et le jeune chat que nous observons, comme bon nombre de ses congénères, ne manque pas de nourriture. Ses comportements de chasse sont donc très imbriqués avec ceux d'un jeu solitaire. Dans le cadre de ces deux activités, la tolérance d'autres chats sur le même champ est possible. Cette tolérance est fonction des ressources, en particulier alimentaires. Les félidés sont dans l'ensemble des prédateurs solitaires à l'affût. Les chats continentaux chassent préférentiellement des proies de petite taille, jeunes lagomorphes, petits rongeurs. Ils ne chassent les reptiles, les lézards, souvent que pour jouer. Les chats vivant sur des îles, en revanche, s'attaquent volontiers aux oiseaux. La faculté du chat à s'adapter à la faune de son biotope l'a fait qualifier de prédateur généraliste versatile. Dans les conditions naturelles, le chat chasse les 2/3 de son temps. Le chat est un fauve en modèle réduit. Des millénaires d'évolution lui ont façonné un corps profilé pour la chasse, une tête très performante, des oreilles pour antennes, des vibrisses pour radar, des antérieurs servant d'amortisseurs et des ressorts dans les pattes postérieures, une queue à balancier et des griffes à cran d'arrêt, un squelette de contorsionniste et une musculature d'athlète. La prédation se déroule selon une séquence précise. Recherche de la proie et affût, poursuite et approche lente, capture par bond, mise à mort par morsure à la nuque. Ce sont les stimuli envoyés par la proie, ses mouvements, qui déclenchent le comportement de prédation. Mais si ce comportement de prédation se manifeste souvent avec ou sans capture et sacrifice de la proie, celui-ci en revanche n'est pas synonyme de consommation, car seul l'état de faim semble capable de le pousser à ingérer. Dans un contexte domestique où le chat est nourri par l'homme, le jeu se substitue alors à la chasse en recréant les mêmes séquences sur un ballon ou un simple papillon. Dans ces conditions, le chat est un maître de la pantomime. Dans les conditions naturelles, on retrouve généralement de 1 à 12 proies dans l'estomac d'un chat. Celles-ci sont toujours de petite taille. Il semblerait que les chats mâles chassent sur de plus longues périodes. La consommation de la proie a toujours lieu dans un endroit calme, à l'abri de regards et en dehors de toute compétition. L'endroit choisi est distinct des aires d'élimination. La consommation a lieu en général très rapidement après la mort, soit immédiatement, soit 1 à 2 jours plus tard. Les chats peuvent être qualifiés de mangeurs-grignoteurs dans la mesure où ils effectuent de 8 à 16 repas aléatoires sur 24 heures. La régulation physiologique de l'ingéré énergétique n'est pas optimale chez le chat, ce qui est à l'origine d'une surconsommation fréquente. Dans les conditions domestiques, le chat passe de 0 à 46% de la journée totale à chasser. Cette durée est fonction de l'âge, du sexe, de la quantité de nourriture allouée, de la saison et de l'environnement. Il n'est pas rare de voir les chats manger de l'herbe ou différents types de végétaux malgré leur statut de carnivore. Par ailleurs, l'investissement affectif qui entoure l'alimentation constitue un élément clé de la relation et la présence du propriétaire peut être un signe de déclenchement de la prise alimentaire. Ce chat a appris à présenter une séquence de prédation sur appel. Il vient se jeter sur de la viande crue tenue dans la main. L'offrande alimentaire constitue dans ces conditions un renforcement positif tant pour l'apprentissage de la séquence que pour souder le lien social attenant à cette séquence. Entre chats, c'est l'abondance de nourriture qui tisse et entretient les liens sociaux. La prise de boisson, si elle est dénuée de fonction sociale, peut acquérir une fonction de communication. Ce chat sait réclamer pour qu'on lui ouvre le robinet. Celui-là a instauré une habitude de distribution du lait. Il s'agit d'un rituel de communication souvent observé.